L'époque des gouvernements de doublure a été une honte nationale. C'est dans ce contexte, e-Magazine vous présente le général Jean-Jacques Akao dans une soi-disant allocution, en langue française d'ailleurs, à la nation et au président d'Haïti. Louis Jean-Jacques Akao, général, chef des réclamations de ses concitoyens, à ses frères du port républicain, chers concitoyens. Un homme, un ambitieux, se trouva par une circonstance exceptionnelle à la tête d'une révolution qui bouillonnait dans tous les cœurs. À l'aide d'un système machiavélique, il terrorisa l'Assemblée constituante, extorqua les votes tribuniciens et réussit à se faire élire à la charge de premier magistrat de l'État. Le triomphe, sans obstacle, de cette entreprise l'enivra, et il se crut le régénérateur de la patrie. Mais le prestige qui fascinait tous les yeux tomba tout d'abord. En peu de temps, nous avons vu, mais non pas à notre étonnement, se renouveler avec plus d'immoralité encore, tous les actes odieux du despotisme dont le pays s'est fait justice. Et si le génie d'Haïti ne veillait pas à son sein, c'en était fait. Le glorieux héritage que nous ont transmis nos pères eût été la proie du vautour d'un nouveau genre. Une poignée de braves se levèrent. À la face du ciel, ils jurèrent d'arracher leur pays du bord de l'abîme où l'entraînait aveuglément une fatalité étrange. Les preux n'avaient pour complice que leur force morale, et celui qui pèse dans la balance de la justice éternelle des peuples et les rois, la force morale qui les poussait à affronter le danger. Dieu qui soutenait leur espérance. Comme le feu électrique, toutes les communes du Sud se communiquèrent et s'entendirent, et la chute du despote qui aspirait à asservir la nation, et le redressement de ses actes arbitraires, et la garantie de nos institutions démocratiques, tout fut arrêté et approuvé par la volonté générale. Toutefois, il est à regretter que le sang ait coulé à Fonfrède et à Aquin. Il est consolant pour nous d'avancer que les moyens de conciliation repoussés par l'esprit de parti avaient été par nous employés pour l'épargner au pays. Parce que l'expérience a démontré que si l'unité nationale se rompait, soit par des luttes intestines, soit par toute autre cause, la mer, sans nul doute, eût vomi sur nos plages toutes les horreurs d'une agression extérieure, et que notre indépendance politique, acquise au prix du sang généreux des martyrs de nos libertés et de nos vieilles gloires, eût été laissée à la merci, entre guillemets, des hasards d'une guerre d'extermination. Du reste, nos armes ont été illustrées par quelques succès. L'unité départementale nous promettait de nouveaux trophées et nos prévisions nous donnaient l'espoir de voir se renouer, tôt ou tard, le lien commun qui paraissait un instant se relâcher. Heureux le jour qui vit éclore ce grand événement. Des soins à l'ordre public n'ont pas été négligés. À part quelques écarts inaperçus, souvent inséparables, des effervescences populaires, les personnes et les propriétés n'ont rien souffert. Le droit international a été strictement observé envers les navires, tant de la marine militaire que celle marchande, qui, comme amis, ont abordé nos côtes. Les étrangers habitant ce territoire
ont été placés sous la sauvegarde de la nation. Les ministres de la religion et le culte extérieur n'ont pas moins reçu toute la protection que réclame la puissance sacerdotale. Si d'une part la sûreté publique commandait l'arrestation des personnes qui sont encore détenues dans les prisons, il faut le dire aussi, de l'autre, aucun acte vexatoire n'a augmenté la rigueur de cette mesure préventive. De notre côté, les circonstances difficiles où nous nous trouvions ont provoqué des promotions dans l'armée. Personne ne saurait soutenir qu'elle n'ait été le sûr garant de la victoire. Nous avouerons qu'il a été malheureux que dans ce passage des passions contre-révolutionnaires, le bruit des armes eût fait fuir de nos rives pour l'étranger beaucoup de familles. Aussi, la prudence nous a-t-elle suggéré la pensée de prendre des mesures de conservation à l'égard de leur mobilier. Rien d'ailleurs n'a été dérangé dans le personnel de l'administration civile, notamment de celle financière, à la tête de laquelle il a été jugé nécessaire pour imprimer un mouvement d'activité dans ces actes de placer un préfet provisoire. Voilà, chers concitoyens, le résumé de nos affaires. Votre manifeste du 3 courant en est en notre possession. Nous y voyons que le peuple souverain a déféré au modeste général Guerrier la charge de la présidence de la République, au général Lazare le commandement en chef des départements de l'Ouest et du Sud, à l'honorable Bélenton le grade de général de division, commandant l'arrondissement de la capitale, enfin au colonel Paul Cupidon celui de général de brigade, commandant la place. À quelque chose près, la sanction de ces actes de haute sagesse par les départements de l'Ouest, l'Artibonite et du Nord en justifie la légalité. Toutefois, chers concitoyens, veuillez porter toute votre attention à nos observations. Est-il de la justice que le parjure puisse prétendre à la munificence nationale? Le sang versé par le despotisme peut-il être un droit à la reconnaissance publique? Le complice ou le provocateur des attentats de lèse-nation doit-il être absous devant le tribunal de la raison d'État? Le citoyen Charles Hérard Aîné, traître à la patrie, a perdu à nos yeux tous ses droits politiques. Qu'il respire l'air de la liberté. C'en est assez, mais qu'il conserve son grade de général de division et la pension nationale votée à son profit, c'en est trop. Voulez-vous savoir la conduite du citoyen Lazare dans la Révolution? Égoïste, il fut sourd aux cris des misères du peuple. Il méconnut cette voix envers lui. Assis sur les marches du palais présidentiel, initié à la politique du pouvoir, il n'a pas été étranger aux actes odieux dont nous gémissons, des faits nombreux qu'il est inutile de retracer ici et dont le pays a une entière connaissance. Appuie cette assertion qui ne peut être, avec justice, révoquée en doute. Et comment promouvoir l'amour de la nationalité si les faveurs populaires devenaient le prix de la trahison et de l'infidélité? Le citoyen Lazare, ayant trompé ses frères, n'a nullement leur confiance. Il ne peut les commander. Nous protestons formellement contre sa nomination au commandement en chef des départements de l'Ouest et du Sud, ainsi que contre la disposition concernant le citoyen Charles Hérard Aîné, Rivière Hérard, organe de la levée de boucliers à Campérin. Nous adhérons, sauf ces 2 points, de cœur et d'esprit, aux résolutions prises par nos frères du port républicain. Que le président de la République, le général Guerrier, et vous, patriotes, aux âmes généreuses, puissiez trouver ici l'expression de nos vives sympathies.
Comme vous, nous serons toujours au chemin de l'honneur, de la gloire et de la prospérité nationale. Salut et fraternité. Signé Jean-Jacques Akao. Donné au quartier général des Cayes le 10 mai 1844, en 41e de l'indépendance d'Haïti. Comme le disait M. Lamour sur les colonnes du manifeste le 16 juin 1844, en parlant du chef des piquets, le général Jean-Jacques Akao, il se montre toujours extrêmement défiant. Il est sombre, mal vêtu d'une vareuse et d'un vieux chapeau de paille. Il chausse encore l'éperon sur les pieds nus et marche entouré de 150 à 200 hommes dévoués ou paraissant l'être. Il tient d'une main un trabuc chargé et de l'autre un poignard. Fin de citation. Dura veritas, sed veritas. Je m'appelle René Armenton, éditeur en chef de e-Magazine.